TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Le système éducatif togolais se renforce et s'équipe au jour le jour pour le bonheur de tous les acteurs. Ce mercredi, ce sont des tables bancs qui ont été remises à toutes les régions éducatives du pays. Les échos de plusieurs régions dans ce journal. Le gouvernement togolais a fait du soutien aux plus démunis une priorité sociale et ce soutien se traduit par le programme de transfert monétaire. Qu'en pensent les bénéficiaires? Qu'est-ce qui a changé dans leur quotidien? Eh bien, vous le découvrirez dans ce journal. Et puis, c'est désormais officiel, le lieutenant-colonel Sandaogo Damiba est le président du Burkina Faso. Il a été investi ce mercredi à Ouagadougou par le Conseil constitutif. Voilà donc pour les titres. Les belles surprises dans le secteur éducatif togolais se poursuivent toujours après le matériel informatique hier. Ce sont des tables bancs qui sont remises à toutes les directions régionales de l'éducation au Togo ce mercredi. Opération synchronisée donc. Et les échos du Grand Lomé, des plateaux ouest et de la région maritime dans ce reportage signé Elia Gbanyadao, Ulrich Amiga et Ramdan Bassina. Après le démarrage des travaux de construction et de réhabilitation de 30 000 salles de classe à travers le territoire, place à la mise à disposition des équipements, aussi bien dans les régions éducatives du Grand Lomé que maritimes ou encore dans les plateaux ouest, chacune d'elles a reçu 2000 tables bancs. Aujourd'hui que le gouvernement prend ses responsabilités et prend en charge toutes les dépenses qui concernent l'éducation, celui qui est le plus soulagé, c'est nous les parents. C'est pourquoi notre joie est immense. Ça va alléger beaucoup la tâche au niveau de l'enseignement, au niveau des enfants, au niveau de toute l'école. Objectif, décongestionner les salles de classe et améliorer la capacité d'accueil dans les établissements scolaires. La feuille de route gouvernementale l'exige. Ces tables bancs viennent combler un manque que nous sentions déjà. Les élèves seront plus à l'aise dans les classes pour mieux respecter les consignes liées à la gestion de la Covid-19 et aussi pour permettre à ces élèves et à leurs enseignants d'être dans de meilleures conditions d'enseignement et d'apprentissage. Nous, agents de terrain, on ne peut que s'en féliciter parce que nous vivons les difficultés au quotidien avec nos élèves, avec nos enseignants. Et quand nous avons un retour positif de la hiérarchie, on ne peut que s'en réjouir. Les réceptions que nous avions vécues cette dernière semaine, que ce soit au niveau des véhicules, que ce soit au niveau du matériel didactique, les matériels informatiques, les mallettes pédagogiques, les matériels de laboratoire et maintenant la réception des tables bancs. Tout ça là concourt à l'amélioration de l'offre pédagogique. À terme, 20 000 tables bancs seront distribuées dans les 7 régions éducatives du Togo. Et l'autre grande initiative qui ne fait que des heureux dans le monde éducatif, c'est celle des cantines scolaires. L'idée est d'offrir des repas chauds aux élèves les plus démunis pour leur permettre ainsi d'être assidus et suivre les cours dans de meilleures conditions. Mais comment sont approvisionnées ces cantines scolaires? Les communautés elles-mêmes s'y impliquent. Et c'est ce que nous expliquent Solange Amandé et Ulrich Amiga dans le premier dossier de cette édition. Tout dans la préfecture du Bamono, c'est le retour du marché, les mamans cantines. Le menu du jour garanti, du haïm au louchou à midi. Les bonnes dames ont tout apprêté. Midi, la salle de classe est transformée en réfectoire, comme c'est le cas chaque jour. Derrière ces sourires après le manger, se cache tout un travail abattu quotidiennement. Les mamans cantines parcourent des kilomètres pour faire des emplettes et doivent composer avec l'instabilité des prix sur le marché.
Nous allons au marché de Kbalogo, à Ménuan, à Tikesimi, Tabligbo. Nous parcourons des kilomètres pour s'approvisionner. Les choses sont chères sur le marché. Nous achetons du riz, l'huile, les tomates, les légumes tels que Ademé, Boma, Gombo, Aloma, Tokuma. La cherté des choses a fait que nous avons opté pour un jardin potager à proximité de l'école. Tout est bio chez nous. L'accès à une alimentation scolaire suffisante et équilibrée, la communauté de Pétou y contribue. Le comité villageois de développement prend des initiatives dans ce sens. À 2 semaines de la rentrée, l'animateur de l'ANADEB vient regrouper la communauté pour faire une réunion concernant la contribution communautaire. Il demande à la communauté de cotiser 10 francs par élève par nombre de jours de classe. Donc si le nombre de jours de classe est à 160 jours, donc la contribution communautaire d'un élève est à 1600 francs. Le gouvernement envoie sa part qui est à 115 francs par élève. Donc nous allons à la poste pour faire le retrait, revenir donner ça aux mamans cantines pour qu'elles fassent leurs provisions pour préparer aux élèves. En adhérant à cette politique des décideurs, chaque membre de ce village souhaite une chose: aider les enseignants à retenir les enfants en classe, à bien les suivre. Certains ménages les plus pauvres ont été identifiés dans certaines localités du pays pour bénéficier des transferts monétaires. Un des projets des filets sociaux et services de base mis en œuvre de 2019 à 2021. Et plus de 61 000 ménages en ont bénéficié. Et le projet va se poursuivre grâce à un financement additionnel et de nouveaux ménages sont ciblés dans plusieurs cantons. Mais quel est l'impact de ce projet sur les populations? C'est à cela que répond le dossier signé Dodo Wari. Le piment sur la meule ne retiendra pas Damafi. Elle vient de recevoir un message qui ne peut attendre. Un transfert monétaire de 15 000 francs CFA qu'elle reçoit tous les 3 mois, de quoi nourrir ses enfants et mener des activités génératrices de revenus. C'est la 6e fois que je reçois les transferts monétaires de la part d'Anadeb. Mon premier transfert m'a permis d'acheter du maïs qui a servi pour notre alimentation à la maison. Nous en avons gardé en stock. Au deuxième paiement, j'ai encore constitué ce stock de maïs que voici. J'en vends et l'argent me sert aussi à acheter du poisson pour les repas des enfants à la maison. 6e paiement pour Afi, 7e pour cette revendeuse. Elle vient tout juste de percevoir son dû. Une partie ira au commerce et l'autre partie pour les besoins de la maison. J'étais ici quand j'ai reçu le message. J'ai donc quitté le marché pour aller récupérer l'argent. Je compte bien renforcer mon activité avec cette nouvelle somme que je viens de recevoir. Merci au gouvernement, merci à l'ANADEB. Des mots de reconnaissance qui appellent à faire plus. Déjà, le projet a touché plus de 61 000 ménages avec plus de 75 milliards de francs CFA mobilisés en 2 ans. Nous avions procédé à une sélection des ménages les plus pauvres, mais à travers une approche mixte qui combine une enquête ménage à une validation communautaire. Nous avions connu 2 modes de paiement. Le premier mode, c'est un paiement semi-digitalisé. Move paie les bénéficiaires qui se présentent avec leur carnet et carte de bénéficiaires. On a changé le mode de paiement et on est parti sur le mode complètement digitalisé. 125 000 nouveaux ménages sont dans le viseur du projet filets sociaux et services de base, Novici notamment. Zones urbaines et rurales seront prises en compte. 18,5 milliards de francs CFA déjà mobilisés par l'État togolais et ses 2 partenaires, la Banque mondiale et l'Agence française de développement. La chirurgie de guerre, c'est ce module qui a retenu l'attention des chirurgiens venus de plusieurs pays, dont le Togo, lors d'une formation. Et l'idée était de les outiller sur la prise en charge des victimes de guerre dans le contexte actuel de menaces terroristes. Et la fin de la formation dans ce reportage signé Chaz Nambaga.
Ils sont 46 chirurgiens venus de la Centrafrique, de la Guinée, du Tchad, du Cameroun, du Congo et du Togo. Pendant 7 jours, ils se sont familiarisés avec le contenu du module universitaire de la chirurgie de guerre. Un module jamais ou presque enseigné dans les universités, mais dont la nécessité se révèle prégnante dans le contexte actuel des menaces terroristes. Il s'agit d'une formation en chirurgie de guerre centrée sur les aspects spécifiques de la chirurgie de guerre, la prise en charge d'un afflux massif de blessés, les premiers secours, les différentes interventions les plus courantes en chirurgie de guerre, tous les aspects spécifiques, spécialité par spécialité concernant la chirurgie de guerre. La formation a pris en compte 5 spécialités: chirurgie générale, gynécologie, ORL, traumatologie orthopédique et ophtalmologie. Nous pouvons, grâce à cette formation, si jamais il y a un événement malheureux, sauver au maximum la population et ainsi donner la chance à nos compatriotes de vivre plus longtemps. Ces quelques jours passés nous ont permis d'avoir quand même l'essentiel de la connaissance en chirurgie de guerre. On dit qu'on ne peut pas prévoir quand est-ce que le conflit va arriver, mais il faut toujours être prêt. Ça a été un plus dans ma formation parce que je ne l'avais jamais faite et je remercie vraiment le CICR. En effet, l'initiative vient du CICR qui avait, avec le service de santé des armées, le monopole de la prise en charge des victimes sur les théâtres de guerre. Avec la multiplication du terrorisme djihadiste, caractérisé par son asymétrie qui fait plus de victimes civiles, le CICR a décidé de divulguer son savoir avec tous les chirurgiens civils, militaires et confessionnels. Un transfert de connaissances formalisé grâce à la collaboration entre le CICR, le CAMES, l'Université de Lomé et l'ESAL. Il nous apparaît donc juste de souligner l'importance de la formation de tous les intervenants en vue d'une harmonisation des protocoles et des gestes avec comme objectif sauver le maximum de vies humaines et minimiser les séquelles chez les survivants, puis enfin améliorer l'appareillage de ces victimes mutilées. Merci au CAMES d'avoir, je crois, pris la bonne mesure de cette formation, d'en avoir saisi l'importance pour en faire un module diplômant, qualifiant pour les professionnels de santé que nous sommes. Le module universitaire de la chirurgie de guerre est dispensé depuis 2014 dans les 11 pays du CAMES. Au Togo, la formation a lieu tous les 2 ans. Et la montée de groupes violents pousse tous les acteurs à conjuguer leurs efforts pour lutter contre le fléau du terrorisme et de l'extrémisme violent. Et dans ce sens, des imams du Togo se sont retrouvés à Tchamba pour échanger sur les différentes stratégies de lutte. Et une fois outillés, ils seront davantage aptes à prêcher la paix et donc contrer le phénomène. Désiré Aloï pour des précisions. La lutte contre l'extrémisme violent, un enjeu de taille pour les États. Le Togo, au travers des mécanismes et projets novateurs, mène un combat contre le fléau. Et la participation active des populations, un atout. La situation sécuritaire dans la sous-région interpelle. L'approche islamique de lutte contre l'extrémisme violent est quoi? Est la promotion de la paix, de la culture de la paix. Donc c'est cette approche qui est islamique que les imams vont échanger. Pour la lutte stratégique, elle va émaner de la compétence de l'autorité. Cette stratégie, on la transmet à la communauté musulmane à partir de leur imam. Les imams, ce sont des responsables religieux. Et autour de chaque imam, il y a des centaines, il y a des milliers de fidèles qui l'écoutent, qui le suivent. Et en sensibilisant les imams, en formant les imams, c'est tous les fidèles qui s'alignent derrière eux. Face à la montée en puissance des groupes terroristes et extrémistes violents, chacun doit jouer sa partition pour garantir la paix, la sécurité et la sérénité par des comportements responsables. Le Conseil des imams pour les affaires sociales et services humanitaires CH joue son rôle. Il faut toujours prêcher la paix qui est la première priorité, la prêche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si on parle de l'islam, parce qu'on parle de la paix.
Donc il faut toujours faire comprendre les gens que si on dit islam, ça veut dire c'est la paix. Du CIPLEV en passant par des mesures institutionnelles et militaires, le Togo intensifie ses efforts de lutte contre ce fléau qui sape toute action de développement. Il est juste question d'opérer une dynamique, synergie d'action qui fait tourner dos au terrorisme et l'extrémisme violent. À travers les imams, tous les fidèles de Mahomet ici sont les acteurs cibles, visés, appelés à contribution. Et les imams et les autorités togolaises veulent ainsi éviter ce scénario répétitif en Somalie pour cause d'extrémisme violent. Justement, le groupe Al-Shabaab a encore frappé dans la périphérie de la capitale somalienne. Au moins 5 morts, dont 2 attaques qui visaient entre autres la police. En Somalie, de nombreux habitants ont été réveillés par les attaques du groupe extrémiste Al-Shabaab qui ont fait 5 morts et 16 blessés dans la périphérie de la capitale somalienne. C'est dans la nuit de mardi à mercredi que des hommes lourdement armés ont investi un commissariat du district de Kaxda. Ils ont échangé des tirs avec les forces de sécurité après avoir fait exploser une voiture piégée. Les rebelles djihadistes ont investi le quartier de Darussalam au cours d'une deuxième offensive dans les environs de Mogadiscio. Les explosions et les attaques menées par les militants ont tué au moins 5 personnes, notamment 2 jeunes filles et 3 soldats. 16 autres personnes ont également été blessées. Pour le gouvernement, les attaques visaient la police et des postes de contrôle. Les Chebabs ont revendiqué l'assaut, affirmant avoir visé 6 endroits à l'intérieur et autour de la capitale. Évincés de Mogadiscio par la force de l'Union africaine AMISOM en 2011, les Chebabs contrôlent toujours de vastes zones rurales et mènent régulièrement des attentats dans la capitale somalienne. Et c'est la lutte contre l'extrémisme violent qui réunit le président français Emmanuel Macron et certains de ses homologues du Sahel ce mercredi à Paris. Il est question d'évoquer l'avenir de l'opération Barkhane dans le Sahel après le retrait du Mali. Un mini-sommet organisé en urgence à l'Elysée après des semaines d'un bras de fer entre Paris et la junte malienne qui a remis en question le futur de l'opération Barkhane. Le statu quo n'était pas possible dans un contexte très dégradé au Mali, avec la prise de pouvoir par une junte, le refus d'appliquer un calendrier de retour à l'ordre démocratique qui avait pourtant été annoncé et le recours à une milice privée russe. Ce n'est pas un sujet franco-malien, vous le savez. Emmanuel Macron reçoit mercredi soir les présidents du Niger, du Tchad et de la Mauritanie, membres du G5 Sahel. À la veille du sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine, le président du Conseil européen Charles Michel et le chef de la diplomatie de l'Union Joseph Borrell seront également présents. Depuis plusieurs semaines, Bamako accuse Paris de diviser le pays. Sur fond de manifestations contre l'ingérence française, la junte au pouvoir a expulsé fin janvier l'ambassadeur de France au Mali. Elle a également demandé au Danemark de rapatrier la centaine d'hommes envoyés dans le cadre du groupement européen Takuba, initié en 2020 par la France, pour partager le fardeau sécuritaire. Bamako dénonçait un déploiement intervenu sans son consentement. Des actes de souveraineté qui ont fragilisé la coalition internationale, à l'image de la Suède qui a annoncé son retrait du pays. Paris espère néanmoins convaincre ses alliés de ne pas se désengager totalement de la sécurité au Sahel, mais aussi dans le golfe de Guinée, directement menacé par l'insurrection islamiste. Et il faut noter que le président sénégalais Macky Sall se joint à ce mini-sommet à l'Elysée en sa qualité du président en exercice de l'Union africaine. Comment lutter contre la pollution ? Au Kenya, la solution viendrait peut-être de ces mototaxis tout particuliers. Ils sont électriques. Regardez. Au centre de Nairobi au Kenya, il n'est pas facile de respirer de l'air pur. Les mototaxis, aussi connus sous le nom de Boda Boda, participent grandement à l'augmentation de la pollution atmosphérique de la capitale. Le nombre de nouvelles immatriculations de motos utilisées comme taxis au Boda Boda était estimé en 2018 à 1,5 million. Il pourrait être multiplié d'ici 2030. Dans cet atelier du groupe suédo-kényan de véhicules électriques Opibus, les employés s'activent pour réduire le taux de pollution de la ville.
Uber fournit évidemment beaucoup de conducteurs de Boda Boda, c'est notre client cible. Souvent, ils ne savent pas à quel point les motos électriques peuvent être bénéfiques en termes d'économie d'argent, de sécurité, d'économie de carburant ou encore d'entretien. Joséphat Moutisso a franchi le pas en passant à l'électrique pour sa 5e année de conducteur de taxi-moto. Vous avez juste l'accélérateur, pas d'embrayage. La seule chose sur laquelle vous vous concentrez, c'est le frein avant et le frein arrière. De cette façon, vous avez encore plus de contrôle sur la moto. Et elle est assez légère, elle ne vibre pas, donc même les clients préfèrent ce modèle. L'évolution de la crise climatique alimente les inquiétudes sur le gaz à effet de serre, tandis qu'à l'international, la recherche se tourne vers des alternatives vertes. Alors qu'il ne semblait pas envisageable dans les pays en développement, les modes de transport propres deviennent une priorité. Cibler l'Afrique et les pays africains fait également partie de ce mouvement. Et à Opibus, c'est ce que nous visons. Nous voulons avancer tous ensemble. Nous allons tous vers une énergie plus verte, une économie plus verte, et nous pouvons le faire seulement en œuvrant ensemble et en renforçant les capacités locales. Pour le chauffeur de taxi-moto, c'est une réussite, son affaire fonctionne mieux qu'avant. Tout ce que j'avais l'habitude de gagner et de dépenser pour l'entretien de la moto, maintenant je l'économise, donc je gagne plus qu'avant. Et c'est ce mercredi que le nouvel homme fort du Burkina Faso a prêté serment. Le lieutenant-colonel Damiba a été investi dans ses fonctions par le Conseil constitutif du pays 3 semaines après le coup de force. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sadaogo Damiba a été investi ce mercredi président par le Conseil constitutionnel burkinabé, 3 semaines après le coup d'État qu'il a porté au pouvoir. Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution, l'acte fondamental et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. Je donne acte de votre serment. Ces moments difficiles doivent constituer pour nous, peuple burkinabé, un marchepied pour nous élever vers de meilleurs horizons. Pour y arriver, il nous faut prendre collectivement conscience des efforts et des sacrifices à consentir. Au cours de son discours, le nouveau président a présenté les objectifs du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Elle est plutôt un projet de transformation positive profonde qui consiste à revenir aux fondamentaux, retrouver nos valeurs et les replacer au centre de toutes nos actions. Voici ce qui me semble en être la base. Loin des grandes théories, il s'agit d'intégrer dans nos comportements de tous les jours, quelles que soient nos origines, notre métier, nos responsabilités ou notre réalité sociale, la valeur d'intégrité dont notre pays porte le nom. En mémoire aux victimes des attaques djihadistes qui minent le pays depuis 2015, 1 minute de silence a été observée lors de la cérémonie. Retour en page nationale avec ces communiqués à présent. Le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social informe les candidats au concours de recrutement général de fonctionnaires pour le compte de l'administration publique. Session du 26 février 2022 qu'ils peuvent consulter les listes et la répartition dans les lieux suivants. Au ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social en face de l'hôtel Palm Beach à Lomé et dans les directions régionales du travail et des lois sociales à Tchévier, Atakpamé, Sokodé, Kara et Dapan. Il est rappelé aux candidats que les épreuves écrites se dérouleront le samedi 26 février 2022 dans les centres d'écrit. L'appel des candidats se fera à 6h30. L'accès à la salle d'écrit est subordonné à la présentation d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport en cours de validité. Le port de masque, le lavage des mains à l'eau et au savon ou l'usage de gel hydroalcoolique à l'entrée des salles et des centres et salles d'écrit sont obligatoires.
Pour les candidats au poste de chauffeur, les épreuves écrites et pratiques auront lieu du 28 février au 4 mars 2022 à Lomé, au garage central administratif pour les candidats des centres d'Atapamé, Tchévier et Lomé. Du 7 au 8 mars 2022 à Kara, au lycée de Kara 1 pour les candidats des centres d'écrit de Sokodé, Kara et Dapan. Les candidats au poste d'adjoint technique des eaux et forêts, garde forestier, les épreuves sportives auront lieu le mardi 1er mars 2022 dans les centres de région dont la liste est à consulter dans le quotidien Togo Presse. La date et le lieu pour la visite médicale d'aptitude seront communiqués le jour du déroulement des épreuves sportives. Les centres pour le déroulement des épreuves écrites du concours général de recrutement session du 26 février 2022 et les centres pour le déroulement des épreuves sportives pour les adjoints techniques des eaux et forêts, les gardes forestiers, sont donc à consulter dans le quotidien national Togo Presse. C'est un communiqué signé par le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social, Gilbert Bawara. Et dans un autre communiqué, le ministre de la Planification, du Développement et de la Coopération invite Madame Géraldo Warissat, numéro matricule 103630-Q, et de Monsieur Trenou Kossi Clément, numéro matricule 103621-P, tous deux ingénieurs des travaux statistiques à l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques INSED, à reprendre impérativement le service des auditions de ce communiqué. Faute de quoi, les dispositions statutaires seront appliquées. Notez bien, ce communiqué tient lieu de mise en demeure. Pour le ministre de la Planification, du Développement et de la Coopération, le ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Madame Ablamba Arufavi Johnson. Eh bien, vous êtes de passage ou en tourisme dans le Pélé. Un lieu d'attraction vous y accueillera très bientôt. Il s'agit du musée Adjessolon qui sera installé à Pélé-Govier. Mais avant, petit tour, petite visite guidée dans ce dossier signé Mireille Ali. Govier, dans la préfecture de Pélé, à 2 heures de route de Lomé. C'est un jour pas comme les autres, un jour de fête. Autour des rythmes du village, dans leurs appâts des grands jours, dignitaires, fils et filles de la localité célèbrent la nouvelle saison du riz. Dans ces chansons, le récit des épopées, l'hommage aux morts, Adjessolon, symbole de la bravoure célébrée et bientôt panthéonisé par un musée. Adjessolon, c'était le chef de guerre des Pélé. Les Pélé avaient une structure bien solide qui égalait un peu la structure des rois Dahomey. Adjessolon était vraiment un grand guerrier et il a laissé des habits mystiques, aujourd'hui vieillis par l'âge. Selon mon grand-père, cette trompette fut acquise par Adjessolon chez les Portugais dans les années début 1800. Ezo, c'est la jarre, c'est le papa de Adjessolon qui s'appelle Ezor. C'est ce nom qui est donné au premier chef traditionnel de ce village. Après Adjessolon jusqu'à moi, ça fait 7 générations. Il y avait une royauté bien installée avant que moi je ne sois premier chef du village de Govier-Rumé. Véritable mine, ces pièces sont le reflet de l'histoire et de la culture de tout un village. La guerre est gérée aujourd'hui par le pouvoir central. Donc il n'y a plus
de chef de guerre dans un village, dans une contrée, quelque part. Et bon, qu'est-ce qu'il faut faire de ces choses-là? Nous, on a pensé les sauvegarder, d'où vient la création de ce musée appelé Musée Adjessokulu. Au-delà des simples retrouvailles entre familles, peuples d'un même village, c'est le vivre ensemble, la cohésion sociale et des valeurs de communion qui sont aussi célébrées. Les plats de riz font le reste. Le rendez-vous est pris donc à Pélégovier. À ce jour du mercredi 16 février 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés s'élève à 36 704. 11 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 062. 306 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 371 et le nombre de décès est de 271. Un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Et voilà, donc c'est sur la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise, notamment à tous ceux qui nous ont suivis du côté de Pélégovier. Bonsoir.